Bien, donc après avoir vu, on va revoir un petit peu la fatigue surrénalienne, tout ça, on va travailler sur la testostérone. Alors on va voir qu'il y a un lien très fort entre l'insuffisance surrénalienne, le niveau de testostérone dans l'organisme, et on va voir un petit peu en quoi cette hormone, elle est importante dans le soutien de votre organisme en général. On va peut-être même l'appeler l'hormone de la vitalité générale. Elle est un indicateur de votre niveau de vitalité. Alors, elle est très importante dans, on va dire, dans nos nombreuses fonctions, hein, bien sûr. Alors, on va voir comment cette testostérone, on peut l'entretenir à des niveaux suffisamment élevés pour rester en bonne santé. Et on va voir surtout qu'en vieillissant, cette hormone, comme elle diminue, eh bien, il va falloir faire un entretien particulier pour ne pas arriver à des extrêmes comme on fait aux États-Unis par des injections à 60, 70 ans, on commence à avoir des injections de testostérone. Je ne vais pas vous parler de cas particuliers de pathologie, hein, on ne va pas travailler sur des pathologies ovariennes ou des surrénales aujourd'hui là pour cette partie-là, mais par contre on va voir comment entretenir son niveau de testostérone à des bons niveaux. Pour revenir sur les hormones androgènes, hier je vous ai expliqué, on a parlé de DHEA. Il faut que vous sachiez tous qu'à la base, il y a du sucre. Les acétates, hein, c'est une molécule en relation avec du sucre qui va donner du cholestérol. Ce cholestérol, il est fabriqué par votre foie aux 2/3. Quand on vous dit le cholestérol c'est mauvais et tout ça, c'est une molécule en fait essentielle pour votre organisme. Si vous n'avez pas de cholestérol, vous ne fabriquez pas d'hormones androgènes. D'accord? Donc les hormones stéroïdes ici aussi. Hein. Donc c'est la base de votre fonctionnement glandulaire quand même, hein, une partie du moins. La cholestérol, donc il y a des successions enzymatiques, hein, ça donne de la prégnénolone qui est en fait l'hormone de base de toutes les autres hormones sexuelles. Ça donne de la progestérone, on appelle ça la grand-mère des hormones. Vous avez une filière ici qui va aller jusqu'à la DHEA qu'on a vu hier, qui donne la testostérone. Alors ici en fait il y a la vitamine D, hein, qui est par là. Je ne sais plus entre quoi et quoi, mais elle se situe ici. La vitamine D n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Donc quand vous prenez des gouttes de vitamine D, vous prenez des hormones. Hein, voilà, il faut quand même le savoir. Donc vous compensez des systèmes enzymatiques qui ne se font pas bien, mais c'est une hormone particulière puisqu'elle est synthétisée grâce au soleil. Hein. Elle a une particularité alors que les autres n'ont pas besoin de soleil pour se mettre en place. Alors tout ça aboutit à la formation, vous avez vu, de testostérone. Et on va voir un petit peu maintenant comment cette testostérone, elle agit en nous. La testostérone, on l'appelle l'hormone du dynamisme. L'homme, vous savez, a des taux de testostérone beaucoup plus élevés que la femme. Hein. C'est une hormone masculine, un peu comme les glandes surrénales, c'est des glandes, on va dire, plutôt masculines, bien que bien sûr la femme fabrique autant de cortisol, d'adrénaline et du reste. Hein. Mais l'adaptation que permet la testostérone, c'est vraiment une adaptation par rapport au combat, par rapport à des phases de stress où on va affronter les choses. Alors que la femme, vous vous souvenez hier, elle est plutôt dans une conduite de fuite face à l'agression. Sauf 10% d'entre elles, bien sûr. Alors on appelle la testostérone l'hormone du désir, de la sexualité, de la conquête. C'est grâce à cette hormone que l'homme n'a pas peur d'aller découvrir de nouvelles choses. Donc 60 fois plus de taux chez l'homme que chez la femme. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas capable de conquête, elle n'est pas capable d'avoir du désir ou autre chose. Mais sachez que c'est l'hormone du désir, de la libido, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. De toute façon, c'est elle qui va stimuler et créer ça. C'est même, lorsqu'il n'y a plus de libido, un grand indicateur de sécrétion insuffisante ou d'un état qui inhibe les sécrétions de testostérone, parce que les priorités sont ailleurs. Les scientifiques ont révélé à l'heure actuelle qu'on a à peu près 15 à 20% de taux de testostérone en moins qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que les hypothèses par rapport à ça, elles sont multiples. La première, vous avez compris, c'est la pollution. Les perturbateurs endocriniens qui viennent concurrencer sur certains sites au niveau cellulaire, hein, des réceptions, vont surstimuler les sécrétions d'œstrogènes qui sont antagonistes à la testostérone. C'est une explication. L'autre explication, c'est que notre société devient de plus en plus sédentaire et que la testostérone est stimulée par le mouvement, l'activité physique, la résistance physique. Donc,
Cette déperdition de testostérone, elle existe de génération en génération. Il y a 100 ans, quand on travaillait dans la matière, quand on travaillait par des travaux manuels tous les jours dans les champs ou dans les usines, etc., il fallait avoir un répondant surrénalien et en hormone testostérone. La testostérone, elle est fabriquée par quel organe? Testicules, un petit peu les ovaires, à minima, chez la femme, et un petit peu, très peu par les surrénales, mais c'est surtout la DHEA qui est fabriquée par les surrénales qui va donner ensuite de la testostérone. Alors, on vous parle aussi d'une augmentation d'état de stress qui crée des états de cortisol particuliers qui inhibent les sécrétions de testostérone. Juste un petit mot, la progestérone chez la femme, c'est son hormone masculine principale. D'accord? Œstrogène, c'est sa hormone féminine, la reproduction. La progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. Souvenez-vous, hein? Vous avez des taux de progestérone qui montent en flèche. Et à ce moment-là, la femme, elle devient plus agressive. C'est ce qui lui permet de protéger son bébé, de devenir plus protectrice. Donc, c'est l'équivalent de la testostérone chez la femme. Mais la femme fabrique aussi de la testostérone. Alors, bien sûr, il y a des effets dans des facteurs de mode de vie qui font qu'on fabrique beaucoup moins de testostérone. Bien sûr, c'est le manque de sommeil, l'alcool, cigarettes. Et puis, tout ça augmente la pollution, les pesticides qui augmentent les taux d'œstrogène et diminuent les taux de testostérone. Alors, cette testostérone, cette hormone stéroïdienne androgène, elle est produite donc 95% dans les testicules, un peu dans les glandes surrénales, les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Lorsque les ovaires s'arrêtent de fonctionner chez la femme, à la ménopause, de sécréter des hormones en quantité comme quand elle était jeune, ça ne veut pas dire que toutes les hormones s'effondrent. La surrénale continue de sécréter un petit peu de progestérone et un petit peu de testostérone et un petit peu d'œstrogène. Donc si vos surrénales sont épuisées, ça va moins bien fonctionner. C'est pour ça qu'on se méfie du syndrome de fatigue surrénalienne chez la femme qui arrive à la ménopause. Donc il faut préserver ces surrénales à ce moment-là pour garder encore des sécrétions de testostérone, et etc. Alors c'est les hormones lutéinisantes et follicules stimulantes, LH, FSH, qui viennent de l'hypophyse, qui sécrètent, qui stimulent les gonades, ovaires, testicules, pour libérer de la testostérone. La testostérone, elle a une utilité dans la différenciation sexuée à la puberté. Vous savez que c'est elle qui, chez l'homme, va développer les caractères masculins que vous connaissez tous, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à la puberté chez l'homme, chez le garçon? La voix qui mue, très bien, la pilosité qui apparaît, développement des organes génitaux qui grossissent, apparition du désir, de la spermatogénèse, des gamètes, etc. Et vous avez aussi un élargissement de la mâchoire, une stimulation de la croissance musculaire et osseuse. C'est grâce à la testostérone que vous allez fabriquer du muscle. Bien sûr que l'hormone de croissance intervient aussi, que d'autres hormones androgènes jouent leur jeu, mais c'est la testostérone qui est l'hormone anabolisante du corps. L'insuline joue aussi un petit rôle. Donc c'est l'hormone dopante par excellence. Elle augmente donc l'accroissement musculaire, elle joue aussi un rôle très important sur l'humeur. Une baisse de testostérone dans l'organisme entraîne une fatigue, une baisse, un état de mal-être, de tristesse, de manque d'élan. Vous n'allez plus à la conquête du monde. Donc on verra que pour la dépression, en réalité, on associe souvent une baisse de testostérone avec un état dépressif. Mais si vous faites des analyses de sang chez un dépressif, vous ne verrez pas de baisse de testostérone. Par contre, c'est l'expression de cette testostérone qui ne se fait pas bien. Alors c'est un peu difficile à expliquer, c'est-à-dire que les analyses de sang, on ne voit rien, mais cette testostérone, c'est comme si elle n'était pas bien mobilisée et utilisée dans votre organisme. On appelle ça un path hormonal, on le verra ce que ça veut dire. Les hormones sont là, mais elles ne jouent pas leur rôle. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on a cet état particulier par rapport à la testostérone. Alors par contre, vous avez des états d'hyper sécrétion de testostérone qui entraînent de l'hirsutisme, des poils qui apparaissent même chez les femmes ou des choses comme ça. C'est assez rare, c'est une maladie qui est vraiment exceptionnelle. Mais elle peut apparaître dans le syndrome de certaines maladies métaboliques qui associent souvent les ovaires polykystiques.
On a parfois trop de sécrétion de testostérone quand on a un état de pré-maladie métabolique. On en parlera un petit peu cet après-midi. Alors, pour être sûr que vos doses sont bien et qu'il n'y a pas de carence particulière, on peut faire dans le bilan hormonal qu'on fait vers la cinquantaine et tout ça, on peut faire un bilan de testostérone. On a des taux qui sont bien définis. Sachez juste que les taux ont tendance à diminuer avec l'âge, qu'ils diminuent en fonction de votre mode de vie, on verra plus ou moins, et il y a des facteurs qui diminuent davantage les taux que d'autres. Alors les facteurs, on verra, c'est certains apports alimentaires insuffisants, en particulier en certaines graisses, en protéines, qui font chuter les taux de testostérone, la consommation excessive d'alcool, qui inhibe la fabrication, bien sûr l'état de stress chronique et différentes pathologies ou certains médicaments. Alors comment vous pouvez savoir que vous manquez de testostérone? Le mieux, c'est, alors les dosages, ils le disent, si vous en manquez vraiment. Mais si vous avez un état dépressif, la dépression, on verra, c'est la non-expression de la testostérone dans l'organisme. Elle est là, mais elle ne joue pas son rôle. Elle n'est pas vraiment active. Ah ben, tu ne peux pas le savoir alors que ça vient de là. Par contre, moi là, je ne vous parle pas de la dépression. Je vous parle d'un état où vos taux de testostérone sont trop bas. Donc, il y a des signes qui montrent que, alors, on va parler de fatigue, mais vous avez compris, la fatigue, ce n'est pas un signe spécifique. Détérioration du sommeil, perte d'énergie, troubles cognitifs, troubles de la libido, prise de poids. Ça pourrait être n'importe quelle hormone quasiment. Ça pourrait être un trouble surrénalien, ça pourrait être même un trouble thyroïdien, une insuffisance. Voilà, donc c'est très difficile. On ne peut pas savoir que c'est cette hormone et pas une autre. Mais sachez juste que si vous avez une insuffisance surrénalienne ou thyroïdienne ou hypophysaire, derrière, vous aurez forcément des répercussions sur vos sécrétions de testostérone au niveau ovarien. Il n'y a jamais, et c'est très rare, qui est vraiment, à part si vous êtes sur une pathologie spécifique, comme on a vu hier, si l'ensemble de votre vitalité est perturbé par un mode de vie qui n'est pas adapté, vous aurez des répercussions sur votre testostérone. Donc sachez qu'elle diminue dans des états de stress chronique, une hygiène de vie qui n'est pas bonne, beaucoup de sédentarité bien sûr, un manque d'exercice, mais elle se voit surtout par la baisse de vos capacités physiques, d'endurance, mais surtout de résistance, la sarcopénie, c'est-à-dire l'apparition de pertes musculaires, ça c'est super important. Vous savez que pour le naturopathe, c'est le muscle la référence de la vitalité. S'il y a perte de masse musculaire, il y a perte de vitalité. Donc on sait derrière, il peut y avoir un manque de testostérone, le muscle ne se fabrique plus correctement. Bien sûr, il y a d'autres hormones impliquées dans la fabrication. Donc diminution de la masse musculaire, augmentation de la masse grasse, mais surtout baisse de la libido. Ça, c'est le signe le plus classique. Maintenant, attention, ça peut être que des phases de stress ponctuelles. Un bon naturopathe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va de suite supplémenter? Ben non, il traite les causes. On avait compris. On n'est pas aux États-Unis, en Californie, voilà. Alors si vous avez maintenant une personne qui a des taux vraiment extrêmement bas, qui a des gonades qui ne fonctionnent plus, il y a une pathologie avérée, ça ne relève pas de la naturopathie. Dans un premier temps, vous allez permettre à la personne de survivre en ayant des injections de testostérone. Mais ça n'est pas notre travail. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que on va restimuler l'ensemble. Donc je ne vais pas parler de pathologie pour la testostérone, je vais vous donner quel est le mode de vie à adopter pour améliorer nos fabrications, ou du moins entretenir un niveau de testostérone suffisamment élevé. Donc il y a un questionnement, il y a un questionnaire qui a été fait par l'Université de médecine de Saint-Louis, l'Androgen Deficiency in Aging Men, s'appelle le questionnaire ADAM. Et donc en gros on vous demande, avez-vous une baisse de libido, ressentez-vous un manque d'énergie, avez-vous une baisse de force musculaire et d'endurance, avez-vous rapetissé, perdu de la taille, se tasser? Eh oui, parce que la testostérone elle stimule avec l'hormone de croissance votre masse osseuse. Ça peut être aussi des pertes de densité osseuse. Avez-vous remarqué une baisse de votre joie de vivre? Tristesse, vous ne devenez plus grincheux, plus grognon. Pour l'homme, est-ce que vos érections sont moins fortes? Avez-vous remarqué une baisse de vos capacités physiques? Est-ce que vous avez sommeil après manger? Etc., etc. Et en fonction du nombre de réponses que vous avez, on va peut dire, tiens, il y a peut-être, éventuellement, un risque de chute de testostérone. À partir de là, on va vous prescrire soit de la testostérone aux États-Unis, soit, si vous voyez un naturopathe, de quoi l'entretenir et réguler tout ça. Alors, comment on entretient un état
de testostérone correcte. À votre avis, les conseils qui vont être donnés, ils vont ressembler à quoi? On a un effondrement glandulaire, ou du moins une baisse de sécrétion. Le premier conseil, c'est quoi? C'est le repos. De toute façon, pour que l'énergie vitale elle se reconstruise, il faut laisser du temps, de l'énergie au corps. Le repos digestif, que ce soit un repos physique, général, etc. Mais le repos, on l'obtient par quoi? En supprimant le stress chronique. Vous avez compris, parce que quelqu'un qui n'est pas stressé, qui vit très bien, qui au boulot est en forme, il n'y a pas de souci. Il ne va pas épuiser son système surrénalien, son système glandulaire, etc. Donc là, on va être maintenant sur un moyen de comment faire pour ne pas trop perdre en vieillissant. Comment entretenir cette fonction-là? Alors, comment on entretient la fonction gonadique qui sécrète la testostérone? Je vous pose la question. Donc, la première recommandation, on est d'accord, c'est faire de l'exercice physique, à condition de ne pas être fatigué, on est bien d'accord. Quel type d'exercice physique? Est-ce que vous allez faire des exercices d'endurance très longs, très doux? Du trail? Non. Ça marche quand même, hein, on est d'accord, mais pas suffisamment. C'est comme les surrénales. Si on veut stimuler la testostérone, c'est l'hormone qui fait prendre du muscle. Donc il faut faire des activités qui vont stimuler la prise de masse musculaire. Le HIIT, le fractionné, etc., ça ne suffit pas. Il va falloir faire vraiment des exercices avec résistance, très grande résistance. Ça peut être donc, tout type de musculation, mais musculation avec, par exemple, des contractions statiques. Alors, pour une personne qui est vieillissante, qui n'a pas une masse musculaire très importante, on ne va pas lui faire de la musculation avec des HIIT, machin et tout. Hein. On va lui faire du pilate, de l'exercice physique avec des contractions statiques. Hein, les contractions isométriques, on appelle ça. On reste en appui, dur, on résiste. Et là, il y a une grande stimulation du muscle, du gainage, etc. Donc ça, c'est une première chose. Après, si la personne elle a un bon niveau de base physique, elle va s'entretenir en essayant d'augmenter régulièrement ses charges. Et vous avez des exercices globaux qui stimulent davantage la production de testostérone. C'est connu dans les milieux de la musculation. C'est des mouvements polyarticulaires. Par exemple, le squat. Vous connaissez tous les squats, hein, on descend avec des charges ou sans charge. On va mobiliser les muscles lombaires, les fessiers, les cuisses, les mollets, etc. Vous avez aussi le soulevé de terre, la presse, le développé couché, qui sont des mouvements plus globaux. D'accord? C'est mieux que de faire des biceps comme ça. Vous voyez? La stimulation, elle est moins globale. Alors, une fois qu'on a fait de l'exercice fractionné, intense, avec des résistances ou des efforts statiques, on peut faire ce qu'on appelle du jeûne, de l'entraînement, mais à jeun. On sait que le jeûne intermittent va avoir des effets sur la sécrétion de testostérone. Alors de cortisol un petit peu le matin, on l'a dit, mais aussi de testostérone. Alors attention, l'intérêt de l'entraînement à jeun, il n'est pas que là, hein, on verra dans les maladies métaboliques qu'on mobilise bien ses réserves, etc. Mais il augmente les hormones aussi de la satiété, cet entraînement à jeun. Gréline, leptine, vous savez ces hormones qui gèrent la satiété. Il y a une action sur ces hormones-là hein, quand on fait de l'entraînement à jeun, mais il y a en même temps une action sur la testostérone. Donc c'est intéressant. Attention, on ne va pas faire de l'entraînement à jeun sur des personnes rétractées qui n'ont pas beaucoup de muscles déjà, hein, qui sont toutes gringalettes et osseuses et qui ont besoin de prendre de la masse musculaire. Attention, il faut bien différencier les cas. On pourrait le faire à la rigueur et manger de suite après. Hein, c'est toujours mieux, une fois qu'on a stimulé le muscle, de lui apporter des acides aminés, des bonnes graisses pour qu'il se reconstruise. Mais on verra qu'il vaut mieux pour certaines personnes qu'il n'y ait pas de jeûne intermittent tout le temps, régulièrement, et pas d'entraînement à jeun. Mais pour les 80% de la population, ce n'est pas du tout gênant et au contraire, c'est recommandé. Ensuite, on va travailler sur la perte de graisse. Les gens qui en ont le plus besoin, qui ont des baisses de testostérone, sont des gens qui ont des prises de poids importantes. Alors, pas les bons sanguins qui ont une masse musculaire importante, eux, ils ont des taux de testostérone encore très élevés, mais ça va être le sanguin qui évolue vers le type digestif obèse et qui a une perte de densité musculaire avec une prise de masse grasse importante. Le fait de perdre du poids va limiter une certaine concurrence, ce qu'on appelle un phénomène d'aromatisation. C'est-à-dire que dans vos cellules graisseuses, vous êtes capable de transformer, s'il y a trop de cellules graisseuses, la testostérone va se transformer en œstrogène. C'est ça le phénomène d'aromatisation. Donc plus vous avez de masse graisseuse,
plus vous allez fabriquer d'œstrogène aux dépens de la testostérone. Donc l'objectif, quand vous avez une personne qui a manque de densité musculaire et qui a trop de graisse, bien sûr, ça va être de perdre de la graisse. Alors comment on fait en général? Alors on verra avec les maladies métaboliques et le diabète tout à l'heure, mais en gros, on supprime quoi en priorité dans l'alimentation? C'est toutes les bases de sucre. Le fructose en particulier, les sucres raffinés, mais même les sucres lents, etc., etc. Par contre, on va conserver, et ça c'est très important, les graisses alimentaires. On ne fait pas maigrir une personne en supprimant des graisses, surtout si elle a une déficience en testostérone. Donc on va maintenir des taux élevés de graisses, qu'elles soient des graisses saturées de type issues de l'huile de coco par exemple, de certaines viandes, d'œufs, il n'y a aucun souci. Bien sûr on sélectionnera l'aliment. Par contre, tous les oméga 3 vont être ajoutés en quantité dans l'alimentation. Vous rajoutez de l'huile de colza, de l'huile de noix, des poissons, de tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a aucun souci, mais on ne les associera jamais à des sucres. Donc il y a une relation directe, corrélée, entre les taux de testostérone et le fait de faire des régimes anti-graisse. Dès que les sportifs ils commencent à diminuer les graisses, leur taux de testostérone, leur réaction, leur activité à l'entraînement est moins forte et moins bonne. Donc on ne cherche pas à diminuer les graisses, surtout si la personne elle est sportive. Donc perdre du gras, c'est baisser sa testostérone, pensez-y. La construction musculaire a besoin de graisse, comme votre système nerveux, comme tout. Alors la synthèse de la testostérone se fait aussi à partir de l'acide arachidonique. Donc cet acide gras, il est très important, c'est un acide gras. Vous le trouvez dans le beurre, dans l'avocat, des 10 grammes de beurre cru par jour, c'est super intéressant, il faut au moins ça, c'est le minimum. Un avocat, de l'huile de noix par exemple, de l'huile d'olive aussi, c'est intéressant. Il y en a qui donnent du foie de morue, vos grands-mères donnent du foie de morue, alors ça c'est plus pour les oméga 3, mais c'est intéressant. Ensuite, on va privilégier certaines vitamines et certains minéraux, on va vérifier le niveau nutritionnel en vitamine D, bien sûr, puisqu'elle fait partie de la chaîne qui amène à la testostérone, en vitamine E, qui est l'hormone antioxydante des graisses, mais sinon, bien sûr, vous avez compris que la vitamine C aussi, la vitamine A sont toutes nécessaires. Mais priorité E et D, parce qu'on est sur fabrication d'une hormone androgène. Alors, il existe certains compléments alimentaires spécifiques, mais avant de vous parler de ces compléments alimentaires, la première chose à penser pour continuer à entretenir sa masse musculaire, éviter la fonte musculaire, garder cette testostérone utile pour ça, il faut qu'il y ait une base d'acides aminés importants dans le corps. Les plus importants, ce sont ceux qui sont utilisés dans la musculation pour entretenir et augmenter la masse musculaire, c'est les fameux BCAA. C'est la leucine, l'isoleucine et la valine. Et l'arginine, pardon. Arginine, valine, isoleucine. D'accord ? Ces 3 acides aminés, ou il y en a 4, je ne sais plus, qui sont spécifiques pour ça. Alors ceux-là, vous les trouvez dans les produits animaux, on ne les trouve pas dans tous les produits végétaux, d'accord ? Attention, donc c'est pour ça que certains ne sont pas capables de les avoir en ayant une alimentation que végétalienne, bien qu'on pourrait peut-être éventuellement les trouver pratiquement tous en consommant suffisamment d'oléagineux. Valine, leucine, isoleucine, voilà, c'est ça. Donc elles optimisent la synthèse de la testostérone après l'effort. En minéraux, c'est toujours zinc, magnésium qu'il faut vérifier. Donc on va supprimer en gros alcool, sucre dans l'alimentation. On va augmenter les protéines et les acides gras et rajouter éventuellement quelques acides aminés en complément alimentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne pour la testostérone. Bien sûr, on n'oublie pas de faire de l'exercice physique régulièrement. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait stimuler votre testostérone, pour finir, en technique naturelle de santé? Donc, qu'est-ce qui pourrait, en technique naturelle de santé, stimuler la testostérone dans l'organisme? Activité sexuelle, ok. Donc, on va relancer cette activité-là. Alors, ce n'est pas une technique naturelle de santé, ce n'est pas une technique. C'est une pratique biologique. Mais en technique naturelle de santé, parmi les 10 techniques qu'on a en naturopathie, vous penseriez à laquelle, en plus de l'exercice physique et l'alimentation qu'on a vu? Soleil, l'exposition est importante pour la vitamine D, on l'a dit. Dormir, on l'a dit. Hydrothérapie, très bien. Chaude ou froide? Non, froide. Eh oui, il faut stimuler vous stimuler votre capacité d'adaptation à une agression. Mais attention, elle va être brève, courte et intense. C'est un peu comme de l'exercice physique, c'est exactement pareil.
C'est comme les surrénales, hein, c'est pareil. Derrière, vous allez avoir une meilleure mobilisation de vos réserves énergétiques et vous allez stimuler la fabrication de testostérone derrière. Donc, tout ce qui permet à l'organisme de réagir. Hein, voilà. Mais attention, ne jamais dépasser les capacités d'adaptation, c'est comme les surrénales. Ensuite, limiter les stress dans la journée, hein, vous avez compris, hein, sophrologie, etc., qualité du sommeil. Quels sont les conflits associés quand vous avez des taux de testostérone? Il y a des gens qui ont des taux de testostérone trop élevés par contre. Alors les hommes, ils perdent leurs cheveux, vous savez, quand ils ont des taux de testostérone trop élevés. Les femmes, elles ont un peu de poil en plus. Elles ont des taux qui gênent leur cycle. Hein. Ça arrive, hein, des taux de testostérone élevés. Là, on est sur la pathologie maintenant. Hein. D'accord? On n'est plus sur un mode de vie. Quand est-ce qu'il est utile d'avoir un taux de testostérone élevé? À quoi ça sert? Se défendre, attaquer, se défendre. Ok. Donc, je vous donne quelques pistes. Si vous avez ce cas-là, vous pouvez questionner la personne. Conflit de ne pas réussir à s'opposer à l'autre. Quand vous êtes en conflit avec une personne, que vous sentez dominante, souvenez-vous, hein, c'est le dominant dans la meute qui va sécréter beaucoup de testostérone, on le verra tout à l'heure. C'est le conflit de se sentir trop gentil, de ne pas être assez méchant pour se défendre. Ou alors, j'ai l'impression de ne répondre qu'aux besoins des autres, de devoir y répondre et de devoir tenir le coup par rapport à ça. Là, c'est trop élevé. Ça, c'est trop. C'est quand j'ai en moi trop de testostérone, ça veut dire que je n'arrive pas à gérer ça dans ma vie. C'est-à-dire qu'il me faut plus de testostérone pour répondre à mon désir de soutenir des autres, de m'opposer à un dominant. Comprenez, hein, si j'y arrive, j'ai pas besoin de faire plus de testostérone. Mais si j'y arrive pas à ça, il va falloir que je fabrique en moi plus de testostérone. Ne pas oser prendre plus de risques dans une partie de sa vie. Donc j'ai le conflit en moi de ne pas oser prendre des risques. Souvenez-vous, c'est l'hormone de l'élan, de la conquête. Donc si je me sens bloqué par rapport à ça, je peux faire une pathologie d'hypersécrétion en testostérone. On se sent rarement trop fort pour faire de l'hypo. Comment est-ce que je veux dire? Faire un conflit d'hypo en testostérone, ça voudrait dire que, je sais pas, j'ai été trop violent à la rigueur et je culpabilise d'être trop fort, trop puissant et d'avoir donné des coups et d'avoir tué quelqu'un peut-être. Je dis n'importe quoi. Mais ça serait ça, l'idée. Là, c'est je ne me sens pas suffisamment fort pour répondre à des exigences de la vie. Donc en augmentant la testostérone, c'est comme si on cherchait à être au-dessus de la meute, un surhomme ou une Wonder Woman. Comme si on cherchait inconsciemment à surclasser, à affronter quelqu'un de puissant à nos yeux ou une situation spéciale sans s'en sentir vraiment capable. Vous avez compris, c'est parce qu'on n'y arrive pas qu'on est obligé de sécréter et de fabriquer inconsciemment plus de testostérone. Donc là, on est dans de l'hyper. Vous voulez devenir un super-héros, mais vous n'y arrivez pas dans la vraie vie. Il vous faudrait cette hormone en hypersécrétion pour vous transformer en Hulk et répondre à l'exigence de la vie. Donc ça peut être des mémoires. La personne, elle a la sensation d'être dominée. Elle est dans un statut de dominée, n'oubliez pas. Ça peut être des mémoires d'autorité injuste qui a fait du mal et dont on veut se protéger. Ça peut être des mémoires d'un homme fort, d'une autorité ayant abusé de sa force ou de sa position pour faire du mal. Alors là, pardon, on est dans l'hypo. Vous avez compris que si maintenant vous avez quelqu'un qui dans votre généalogie a abusé de sa force pour imposer son autorité, vous allez répondre à quoi? Pour apporter la réponse à ça 2 générations après, il faut faire l'inverse. Si cet homme a amené de la souffrance en abusant de la force dans la généalogie, cette souffrance, le cerveau, il ne la veut pas. Lui, il lutte pour ça. Donc derrière, il va vous mettre en hyposécrétion de testostérone. Et ça va donner des problématiques d'impuissance, tout à fait. Quand il n'y a pas de testostérone, il y a de l'impuissance derrière. Alors on verra qu'il y a d'autres façons de rentrer dans l'impuissance, avec la meute tout à l'heure. C'est des enfants ayant voulu se protéger ou protéger quelqu'un. Donc là, on va être en quoi? En hyper ou en hypo? Ah non, en hyper de la génération suivante. Donc tu te sentais trop petit, tu voulais protéger tes parents et tu n'es pas arrivé. Donc il aurait fallu que tu sois en super sécrétion d'hormones et que tu te transformes en super héros. Donc là, la génération suivante, elle va faire de l'hyper. Une maladie qui va donner ça. Après, un enfant, ayant dû grandir très vite. Par exemple, il y a un parent qui meurt très vite, et l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Très vite devenir parent.
devenir suffisamment fort pour protéger son clan, etc. Donc derrière, dans la génération suivante, ou pour lui, la solution, ça serait de fabriquer beaucoup de testostérone. Ainsi de suite, hein, vous voyez comment ça peut arriver. Les pathologies de la testostérone, elles ne sont pas fréquentes, hein, voilà. C'est des choses que vous rencontrez rarement. Par contre, entretenir ces taux de testostérone, d'hormones surrénaliennes, de capacité de réaction au monde, c'est ce qui est demandé pour maintenir un niveau de vitalité correct. Voilà. C'est comme ça qu'on fait quand on travaille avec des personnes qui veulent limiter le vieillissement aussi, hein, tout simplement. Ça fait partie de ça. On est dans la médecine anti-âge. Hein, voilà. Entretenir toujours par des stimulations un soutien nutritionnel et éviter d'aller vers du surstress constant qui épuise. Il n'y a rien de miraculeux. Alors, on parle de tribulus en plante, par exemple. Hein. On en a parlé un petit peu hier. On n'est pas sûr que ça se transforme vraiment en testostérone.